Merci. 30 secondes. Merci beaucoup, Tommy. On va passer maintenant à la prochaine présentation qui s'intitule Recherche de soins médicaux d'affirmation de genre, processus décisionnel et impact sur le bien-être des jeunes Français non-binaires et de leurs familles au Canada et en Australie, qui va être présentée par Charles-Antoine Thibault. Charles-Antoine, tu peux venir nous rejoindre. Je vais te présenter pendant que tu arrives. Donc, Charles-Antoine Thibault est musicothérapeute et étudiant au doctorat en service social à l'Université de Montréal sous la supervision d'Annie-Hélène Sans-Façon. Il s'intéresse aux enfants trans et non-binaires, prépubères et leur développement identitaire. Il a complété une maîtrise en musicothérapie à l'Université Concordia en 2017, où il s'est impliqué à titre d'assistant de recherche, puis en tant que chargé de cours. Il s'implique depuis sa graduation sur le conseil d'administration de l'Association québécoise de musicothérapie, où il siège à titre de président. Il est boursier du CRSH. La présentation est prête? La présentation est prête. Je la vois ici. Ta voix là, mais c'est ici que ça change officiellement. OK. Puis on a le petit cadran pour te montrer son état. Merci, c'est. Ben, parfait. Merci, Manu. Alors, bonjour tout le monde. Non, pas tout de suite. Attends, que j'ai cliqué dans la fenêtre. Ah, okay. Maintenant, ça va marcher. Parfait. Alors, je vous présente aujourd'hui des résultats préliminaires d'une étude qui a été commencée il y a quelques années, mais pour laquelle on est encore en collecte de données sur la recherche de soins médicaux d'affirmation de genre pour les jeunes trans et non-binaires avant la puberté, 8 à 14 ans. Alors, je commence avec l'équipe. On est une grande équipe dans 6 pays différents, dont ici au Canada, où on travaille avec Annie-Hélène Sans-Façon, chercheure principale, en Angleterre avec la professeure Anna Carlyle et les assistants de recherche Matt Davis, en Inde aussi avec Mandy Arora, si je dis. Aux États-Unis avec Harvard, le professeur Sarah Catchwise et son équipe d'assistants de recherche aussi. Ensuite, à l'Université de Lausanne, Dr. Anne-Emmanuelle Andrezin, et finalement en Australie avec le professeur Damon Riggs. On est financé par les IRSC. Et je prends une seconde aussi pour remercier le CCP qui a aussi fait du travail pour évaluer nos outils de recherche. Nous avons aussi des conseillers cliniques avec McGill, la clinique Meraki, le Chopin Houston et aussi Edouard qui nous a aidé à développer le projet. Et des partenaires aussi communautaires dans chacun des pays dont Jeunes Identités Créatives ici. C'est aux États-Unis, la Fondation Agnodis en Suisse, Princeton en Australie, Mermaids en Angleterre et le ATI en Le projet avait 4 objectifs. Donc, on veut tracer les trajectoires de recherche de soins médicaux des jeunes trans et non-binaires. On veut aussi produire une compréhension contextualisée et nuancée des facteurs qui facilitent ou entravent les processus de recherche de soins médicaux des jeunes trans et non-binaires. C'est surtout sur ce point-là que je vais vous présenter des résultats préliminaires en ce moment. On veut tracer comment les trajectoires vont affecter leur expérience d'affirmation de genre dans différentes sphères de leur vie et on veut comprendre comment leur bien-être évolue. Donc, c'est un projet qui est international, donc on va aller s'intéresser à différents contextes sociopolitiques, mais qui est aussi longitudinal. On en est à la première phase de collecte de données. Il va y en avoir 3 autres subséquentes. Donc, je vous ai parlé, je vais présenter les équipes de recherche. On est dans 6 pays différents. Vous avez un petit graphique si vous êtes plus visuel. La méthodologie, donc, on fait des entrevues familiales avec des jeunes et leurs parents ou un adulte significatif pour eux. C'est pas toujours le parent. Par exemple, en Inde, on a aussi eu un cousin qui est venu avec la personne pour faire l'entrevue. On va avoir 4 collectes de données. Une première qui est effectuée au Canada et en Australie, mais qui est toujours en cours en Inde, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. Puis, on va avoir à chaque année, pour les 3 prochaines années, une collecte supplémentaire qui va nous permettre de faire une comparaison longitudinale et donc pas seulement qu'internationale.
les entrevues ont été choisies par échantillon de convenance avec nos partenaires locaux. Donc, on a approché dans les cliniques de genre, mais aussi dans les centres de services communautaires qui étaient offerts par les réseaux sociaux, les familles. Puis, on a recruté comme cela. L'enfant devait être idéalement en début de sa puberté et désirer entreprendre des soins médicaux d'affirmation de genre. Toutefois, on a un participant, une personne non-binaire au Canada qui est un enfant non-binaire qui ne recherche pas de soins médicaux d'affirmation de genre, qui peut nous permettre de faire une certaine comparaison aussi avec ceux qui en recherchent. Puis vu que c'est longitudinal, on voulait aussi ouvrir la porte au fait que peut-être avec l'approche de la puberté, ben, cette décision-là allait changer. Donc, l'échantillon, à ce jour, on a 99 personnes qui participent à l'étude, 7 jeunes au Canada, qui est complété aussi par 10 parents. Certains avaient 2 parents, certains avaient 1 parent, ça dépendait des familles, puis des membres de la fratrie aussi qui ont participé. En Australie, on avait 12 participants, 15 parents, puis 2 membres de la fratrie qui sont venus. Je vous ai inclus aussi les données que j'avais déjà pour les autres collègues de données, mais en Suisse, Angleterre, États-Unis et en Inde, on est toujours en cours. Donc, ces chiffres-là vont s'augmenter dans les prochains mois. Donc, quelle était la question de recherche qu'on se posait, mais quels sont les facteurs décisionnels? Qu'est-ce qui vient influencer les jeunes et leurs familles quand ils réfléchissent avant même la puberté? Est-ce que je veux ou non des soins médicaux d'affirmation de genre, donc des bloqueurs d'hormones, hormonothérapie, ou même discuter de chirurgie qui pourrait venir plus tard dans la vie de l'enfant? Un des facteurs importants qui a influencé la prise de décision, c'est l'importance de la dysphorie de genre. Donc, est-ce que quand la dysphorie de genre était très élevée, ça pouvait venir influencer les jeunes et leurs parents pour aller chercher le plus rapidement possible des références vers les cliniques ou même juste décider qu'est-ce qu'on veut comme soin d'affirmation de genre, est-ce qu'on veut des bloqueurs d'hormones. Quand la dysphorie n'était pas très élevée, le sentiment d'urgence d'aller chercher des soins était moins élevé aussi. Par contre, même quand la dysphorie actuellement n'était pas élevée, il y avait aussi un questionnement, est-ce que la dysphorie va augmenter à l'âge de la puberté? Et donc, il y avait déjà les parents sentaient l'urgence d'aller faire des références, parce que les temps d'attente en clinique sont longs. Ils allaient déjà chercher des références pour être suivis avant la puberté, au cas où, avec la puberté, la dysphorie du jeune enfant. Donc, je vous ai partagé quelques citations qui étaient ressorties en entrevue, une en Australie d'une mère qui parle que son enfant lui avait partagé que si on l'obligeait à être un garçon pour passer à travers la puberté masculine, ben il allait se tuer. Donc à ce moment-là, la mère avait pas pris de chance. On va tout de suite chercher des soins. Au Québec, une mère qui partage que son enfant avait tellement peur de développer une poitrine avec la puberté qu'on se dépêche d'aller chercher des informations sur les bloqueurs d'hormones, au cas où, avec la puberté, ça augmente la dysphorie et la détresse. Puis une mère qui nous a partagé aussi que le bris de fonctionnement de son enfant était tellement élevé, le jeune ne dormait pas, automutilation, juste à cause de ces difficultés de ce questionnement de genre qu'on est allé consulter à l'hôpital, puis une hospitalisation du jeune. Donc, on s'est dépêché aussi d'aller chercher de l'information sur les soins qui pourraient être offerts aux jeunes. Un deuxième facteur qui est important, qui est un peu lié avec le dernier, mais l'anticipation face à la puberté, les jeunes ont partagé que quand il y avait des inquiétudes, des peurs face à la puberté, on allait chercher des bloqueurs d'hormones plus rapidement. Puis si les jeunes avaient moins d'inquiétudes face à la puberté, on se sentait moins nerveux d'aller chercher des soins. Donc, je vous partage un père qui nous parle de l'incertitude face au processus. On ne peut pas prédire l'avenir. On n'est pas certain comment le jeune va réagir à la puberté. Donc, on essaie de s'informer, mais en même temps, on ne veut pas prendre de décision trop rapide non plus. De même, l'ambivalence face aux effets possibles des traitements était aussi un facteur qui venait influencer. Parfois, il y a des effets qu'on veut, puis il y a des effets qu'on ne veut pas. Puis ça devenait difficile de prendre des décisions. Par exemple, certains jeunes qui ont partagé
vouloir prendre des bloqueurs d'hormones parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement passer à travers la puberté. Mais en même temps, on ne veut pas rester petit. Les questions par rapport à la fertilité, je vais y revenir aussi, mais ça venait dans le processus décisionnel. Donc, on a certains jeunes qui nous ont partagé des inquiétudes pour la densité de leurs os aussi. Donc, ça dépendait aussi simplement de l'information à laquelle ils avaient accès. Je vous partage une mère qui parle des inquiétudes avec son enfant, justement, sur le fait de grandir. Donc, l'enfant voulait grandir, mais en même temps, ne voulait pas passer à travers la puberté. Donc, on vit vraiment une ambivalence ici. Comment est-ce qu'on fait pour choisir quels soins nous intéressent? Un autre facteur était les anticipations face aux procédures médicales. Je suis toujours musical de mon background de musicothérapeute. Donc, l'anticipation des procédures médicales était aussi importante si on a peur des aiguilles, par exemple. Ça va être difficile de choisir d'aller vers des bloqueurs d'hormones qui sont souvent par injection. Donc, en Australie, une famille nous partage qu'on a dû aller 5 fois à la clinique parce qu'on veut des bloqueurs d'hormones, mais dès qu'on voit l'aiguille, l'enfant assez jeune à ce moment-là, 11 ans, a tellement peur des aiguilles qu'on change d'idée. On ne veut pas forcer l'enfant non plus. Donc, on retourne à la maison. Rendu à la maison, l'enfant décide non, finalement, je veux des bloqueurs d'hormones, retourne à la clinique. On fait l'aller-retour 4 fois pour finalement vivre l'injection. Des jeunes qui nous ont partagé encore en Australie pas avoir hâte de débuter les bloqueurs d'hormones, pas à cause des effets des bloqueurs d'hormones, mais à cause de la peur des aiguilles. Puis, nomme qu'il va falloir se désensibiliser à la peur des aiguilles si on veut aller chercher des soins. Ici au Canada, même chose pour la peur des aiguilles. C'est ressorti dans plusieurs de nos entrevues. Ils sont assez jeunes, entre 8 ans et 14 ans. C'est normal d'avoir peur des procédures médicales. Et finalement, un autre facteur qui était important était les discussions sur la fertilité. Donc, je pense à la présentation qu'on vient juste d'entendre. Nos jeunes étaient un petit peu plus jeunes que les vôtres, entre 8-14 ans, mais ça ressortait aussi que les parents ou les enfants pensaient à l'impact des soins médicaux d'affirmation de genre sur la fertilité de leurs enfants, mais parlaient aussi à quel point les jeunes sont très jeunes et donc c'est difficile d'avoir des discussions sur le sujet avec eux. Puis, je vous partage ici une intervention d'un parent, d'un jeune qui discute qu'il aimerait avoir des enfants biologiquement, mais ne veut pas passer à travers la puberté. Donc, se questionnait, est-ce que j'avance plus loin dans la puberté que ce que je veux ou est-ce que comment je navigue cette ambivalence? Je vous partageais aussi un parent qui, dans la discussion, nomme aussi son inconfort d'en parler avec l'enfant parce qu'elle trouve qu'il est un peu jeune pour décider. Et donc, c'est ne sait pas non plus comment naviguer cette discussion-là avec son enfant. Le confort du parent avec l'autonomie de l'enfant est importante aussi. Plusieurs parents nous ont mentionné désirer laisser le choix à l'enfant, laisser l'enfant décider le plus possible qu'il ou elle veut, mais en même temps, l'enfant est aussi très jeune, donc c'est encore une fois des conversations qui sont difficiles à naviguer. Un père qui nous nomme que son enfant a partagé et souhaité grandir dans un corps de femme et donc qui pense au bloqueur d'hormones et qui veut laisser à l'enfant le plus de liberté possible pour décider. La mère qui ajoute que c'est important pour sa santé mentale aussi que l'enfant soit capable de décider et nomme à ce moment-là aussi l'importance que les institutions laissent l'enfant décider aussi parce qu'elle nomme que si l'enfant n'a pas le choix de décision, ça va avoir un impact négatif sur sa santé mentale. Un jeune aussi au Canada qui nous partage pas avoir de doute, savoir qu'est-ce qu'elle veut, puis être conscient des effets irréversibles qui peuvent avoir un effet sur sa santé,
puis vraiment être capable de décider pour elle. Puis aussi un enfant, une famille au Canada qui nous partage que l'enfant est un bon guide puis qu'on doit le suivre. Donc, oui, il me reste 2 minutes pour faire ma petite discussion. Donc, comparaison avec les études précédentes, on voit que c'est dans la même lignée que les études qui existent déjà sur le sujet. On fait écho aux publications précédentes au niveau de la part des aiguilles, la prévalence de dysphorie aussi, qui est un facteur influençant la décision. On est encore au début, donc tenez compte que c'est des résultats qui sont préliminaires, qui vont peut-être être nuancés par d'autres facteurs, par d'autres situations géopolitiques. Donc, on voit en Inde, peut-être qu'on va avoir des résultats différents ou d'autres facteurs qui vont émerger. L'Australie et le Canada sont des pays qui sont relativement similaires au niveau de l'accès aux soins. Donc, on n'est pas surpris qu'on avait peu de différences entre l'Australie et le Québec actuellement. Puis, tenez compte aussi que l'aspect longitudinal risque d'être intéressant. On voit plusieurs pays qui referment l'accès aux soins, notamment les États-Unis actuellement. Donc, on va avoir aussi plus d'informations sur l'impact des contextes sociopolitiques actuels sur l'accès aux soins pour les jeunes trans et non-binaires dans les prochaines collectes de données. Finalement, je vous laisse aussi sur un petit mot pour nommer la complexité de ces parcours-là. Ce n'est pas simple. On vit de la dysphorie, on veut accéder, on a des soins. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer, notamment l'âge de dévoilement. Quand l'enfant est affirmé depuis très, très jeune, on a des conversations depuis longtemps avec l'enfant, puis on a peut-être plus d'informations, alors que quand l'enfant fait son dévoilement plus tard, les conversations sont plus urgentes avec les parents puis les pourvoyeurs de soins. L'âge de la puberté vient influencer, il y a énormément d'hypervigilance des enfants. On ne veut pas donner des bloqueurs d'hormones tant que la puberté n'est pas à son premier signe que ça vient de commencer. Donc, on a des enfants dans les entrevues qui étaient hyper vigilants, qui vont regarder, bon, est-ce que ma pilosité a commencé? On ne veut pas attendre que les règles commencent parce qu'on ne les veut pas, mais en même temps, on dépend du début de la puberté pour pouvoir offrir des soins. Je termine. Les temps d'attente sont complexes. Ça dépend du soutien qui est reçu aussi. Puis, simplement l'accès à l'information qu'on a, puis les références à la clinique spécialisée. Voilà, j'ai terminé.